Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur la chaîne Basket Session Reverse. Shai, hier, début des finales de conférence à l'Est et petit miracle. Boston s'en est sorti de justesse et l'a emporté après prolongation 133 à 128. 133-128. Le petit miracle, c'est l'égalisation, pas au buzzer, mais à 5 secondes du buzzer de Jalen Brown sur un tir à 3 points extrêmement compliqué. Les Pacers peuvent s'en vouloir. Shai, 2 turnovers dans les 30 dernières secondes, Mmh. 3 points d'avance pendant longtemps. Qu'est-ce Il que tu refuse retiens de de ce match? j'allais ajouter à la liste, à ton descriptif, le fait de ne pas faire faute, à Oui, +3, pas le faire fait faute de sur de +3. de ne pas faire de temps mort sur la parce que juste avant le panier à 3 points, magnifique, hein, soit dit en passant de Jaylen Brown, il y a, une interception, enfin une perte de balle provoquée par Brown justement, sur la remise en jeu dans le camp adverse, il y a peut-être moyen de prendre un temps mort. Rick Carlisle en a Mmh. parlé aussi après le match. C'est son grand regret, c'est pas tellement de ne pas avoir fait faute à +3, c'est de ne pas avoir pris de temps mort à ce moment-là et donc il a endossé la responsabilité de la défaite. Oui, les Pacers ont raté une très, très, très belle occasion parce qu'ils ont fait un excellent match. Enfin, compte tenu de l'adversaire, compte tenu de la fatigue accumulée, il y a 48 heures, ils jouaient un match 7. Enfin, c'est quand même, c'est pas les circonstances parfaites quoi, pour affronter la meilleure équipe de la ligue, à l'extérieur qui plus est, et ils ont beaucoup de mérite, ils ont été très adroits. Ils ont fait ce qu'on a évoqué dans le podcast d'hier où on expliquait pourquoi ce serait pas si simple pour Boston de se sortir de ce guêpier. Indiana a fait ce qu'il fallait là, sur les trois quarts du match et ils ont tenu ils ont réussi à proposer une belle bagarre aux Celtics et c'est sur la fin, ça se joue à. C'est des détails, c'est toujours comme ça dans les matchs de ce niveau-là. C'est l'expérience, le sang-froid et Boston en a eu et Indiana un peu moins. C'est ce que je retiens de ce match, mais je retiens surtout que je pense que ce sera pas une promenade de santé pour les Celtics. Il y a toujours le match 2 qui est catastrophique historiquement chez eux, Ouais, mais alors sur les 2 dernières séries. à chaque Ouais. fois, ils avaient gagné le match 1 assez nettement et ça donnait Mmh. une raison de se reposer. Là Ouais. là, le truc, c'est que les Pacers, alors oui, il y avait la fatigue du game 7, mais il y avait aussi l'euphorie du game 7, là où les Celtics étaient un peu à court de Mmh. rythme. Ça faisait un petit moment, on sait que c'est toujours un peu le dilemme. Des fois, quand tu es frais, tu es encore chaud de ton match, bah, au final, tu es un peu mieux sur le game Mmh. 1 de la série d'après. Là, faut se remettre mentalement de ça parce que tu te dis: «Mais on est passé tellement près» et je reviens sur, le fait de ne pas faire faute. C'est la troisième fois, hein, au cours de ces playoffs que les Ouais. Pacers, ils se retrouvent dans cette situation. Ils se sont fait punir une première fois. Contre New York, ils sont pas passés loin de se faire punir, mais Bronson, il a raté le tir et là, ils se font punir encore une fois. À un moment, je comprends que le choix, vivre et mourir avec ses idées, mais bon, c'est vrai, je pense que c'est vraiment dommage. Je pense il y avait quand même tout de même intérêt à faire faute. Les Celtics, dans les dernières minutes du 4e quart-temps étaient pas forcément très bien et puis les 2 pertes de balles, 21 turnovers au total pour les Pacers. Ouais, Heu, 22 même, je crois, non, c'était pas 22, oui, je crois? 21 ou C'était 22, ouais. sachant que c'est une équipe qui, pour une équipe qui joue vite, ne perd pas toujours tant de ballons que ça, en fait. Ouais. C'est quand même une équipe assez propre et là, il y en a, et même en prolongation, je crois qu'il y en a encore un d'Haliburton. Heu, Ils sont évitables, en fait. Ils sont Ouais. évitables. Il y a, et c'est ouais, c'est dommage et passer tout près quand même comme ça de battre Boston. Les Celtics, pour le coup, ils n'avaient pas vraiment été, bousculés jusqu'à présent, au-delà de ces game 2, voilà, dont tu parlais, perdus à chaque fois assez nettement. Ah là, les Celtics peuvent se dire: «Waouh, si on a esquivé celui-là, qu'est-ce qui peut nous arriver sur cette série?» Tu vois? Mmh. Ça peut être interprété on verra bien, hein, ça peut être interprété de différentes manières. Tu peux te dire: «OK, c'est le signe que la série va être longue ou équilibrée», ou c'est le signe de se dire: «Ah bah, en fait, après ça, Boston, ils peuvent plus perdre et ils peuvent en gagner 3 de suite», tu vois? Ouais, et c'est marrant parce qu'il y a, direct après le match, LeBron, qui regardait la rencontre, hein, a tout de suite tweeté, «Ah maintenant vous comprenez pourquoi je fais faute à +3, every single time». Enfin, c'est voilà. Il y a beaucoup de gens qui ont été interloqués par ce choix de ne pas faire faute. C'est pas la première fois, tu as raison, que les Pacers, passent, pas loin de la correctionnelle. Les Knicks, on se souvient, hein, Thibodeau avait dû aussi, faire son mea culpa après et puis éviter de reproduire ça, sur le match suivant. Alors, je vais essayer d'être plutôt optimiste pour les Pacers parce que j'ai vu, la recette de ce qui peut leur permettre de prendre des matchs. Je dis pas de gagner la série, hein, pour moi on en est encore loin, mais de prendre des matchs. C'est-à-dire qu'ils ont insisté à l'intérieur tant que Porzingis n'est pas là, ils se disent qu'il y a quelque chose à exploiter et ils ont marqué 56 points dans la raquette, je crois. C'est ça. Voilà, ils ont bien insisté. Miles Turner a fait le match que personnellement j'attendais de lui,
Il a été très bon à la finition, 9 sur 13, 23 points. Il prend des rebonds, il stretch très bien, 3 sur 4 à 3 points. Un peu de protection de cercle aussi avec 2 contres. Enfin, ils ont insisté sur ces paniers à l'intérieur où il y a pas pour le moment la menace, Porzingis. Ils ont été enfin, tu te rends compte, ils sont à Boston et ils ont shooté à 53,5% Mmh. et ils perdent un match en shootant à 53. Alors qu'en face, Boston est à 47, ce qui est déjà élevé, hein. Mais, il y a j'ai vu les des voilà la recette qui a permis déjà aux Pacers de gagner des matchs avec un banc très impliqué aussi. Obi Toppin 15 points, TJ McConnell, qui a fait du TJ McConnell à l'exception peut-être de son plus-minus qui est à -8, mais qui fait 13 points aussi et beaucoup d'activité. Voilà, j'ai quand même vu des bonnes choses, même Haliburton a été un peu moins en difficulté que ce que je pensais vu le combo qui se mange, entre Jrue Holiday, Derrick White c'est quand même pas une tâche très simple. Donc voilà, je reste optimiste pour les Pacers, dans l'idée de les voir, prendre ne serait-ce qu'un match ou 2 dans cette série. Oui, non, bien sûr, je sais, je disais juste sur la partie émotionnelle, mais bien sûr, Mmh, il y a eu des ingrédients. D'ailleurs, Porzingis, il pourrait revenir, mais que au game 4 a mmh, priori, donc ça serait pas avant le game 4 et tu as raison, les Pacers ont insisté à l'intérieur. Ils ont agressé Al Horford, ils ont constamment cherché à avoir des drives sur Al Horford. Alors Al Horford, il met quand même 3 blocs, mais ils ont constamment cherché à le prendre de vitesse, que ce soit Nembhard, que ce soit Haliburton, que ce soit Siakam. Il y a eu une volonté de le viser, il y a eu une volonté d'aller au rebond offensif. En sachant que, qu'il y a pas, c'est pas que ça manque de taille, c'est comme on disait dans le podcast, les joueurs des Celtics sont grands, mais il n'y a pas non plus, il n'y a pas leur très grand. Et du coup, voilà, il y avait volonté d'aller au rebond offensif. Ils prennent 10 rebonds offensifs d'ailleurs. Ils en prennent moins que Boston au final, d'ailleurs, avec le mmh. recul, mais ils gagnent quand même la bataille au rebond. Il y a eu plusieurs choses. Il y a eu de l'adresse, comme tu l'as dit. Euh, Rien à voir, mais le tir de Jalen Brown est incroyable, mais j'aimerais parler de Jason Tatum. J'aimerais te lancer sur Jason Tatum. Mmh mh. Jason Tatum, on en parle peu depuis le début des playoffs. On parle beaucoup d'Anthony Edwards, il y a la narration, tu vois. On rentre dans le truc. Anthony Edwards, c'est l'ascension jusqu'au statut de Mmh. superstar. Il y a eu des passages sur Shea. On a très peu parlé de Tatum, mais qu'est-ce qu'il est fort. En fait, alors on le sait, hein, c'est pas, je ne l'ai pas redécouvert là, 5 ou 7 nuits, mais Tatum, il est physiquement à son max de ce qu'il a été depuis le début de sa carrière, sachant qu'il est aussi sans doute dans la tête. Il est tout aussi athlétique, tout aussi vif. Peut-être pas tout aussi, mais tu vois que qu'Anthony Edwards, en tout cas, il domine physiquement. Il défend extrêmement bien sur le dernier tir d'Haliburton, celui où Haliburton peut encore. Parce que Jalen Brown, il met donc un tir ultra dur, super défense de Ouais. Siakam. Haliburton, il a un tir derrière, en fait. Il a Mmh un mh. tir à 3 points derrière, mais la défense de Tatum, elle est excellente. Il va au rebond. Tu sais qu'il prend plus de 10 rebonds par match depuis le début des playoffs. C'est leur Ouais. meilleur rebondeur. Il fait tout, en fait. Il fait Ouais, il en tout, prend Jason 12, Tatum. il en prend 12 ce soir, ouais, tu Il raison. en prend 12 ce soir et il a plus de 10 de moyenne. Il va être près quasiment à 11 de moyenne après ce match. 4 passes, 3 interceptions, 36 points. Alors, il a été maladroit en fin de quatrième quart-temps, mais derrière, il met Il 10 se points en il met overtime. il met 10 des 16, Boston met Il a 16 presque points, mis il en autant met 10, hein, ouais. et presque autant que les Pacers. Les Pacers en Ouais. mettent 11 au final. Donc, tu vois, il a été, en fait, il est dominant comme un joueur qui mène son équipe au titre. Je ne dis pas que c'est les Celtics vont gagner le titre, mais Tatum joue comme un mec qui est prêt à mener son équipe au titre. Et sur ce match-là, je trouvais que ça se sentait. Et je parle, voilà, et malgré le fait qu'il a raté des tirs dans le quatrième Mmh. quart-temps, on parle d'un mec qui a raté des tirs dans le quatrième quart-temps, mais ouais, qui est au sommet, qui je pense est vraiment dans son prime là, c'est acté, hein. C'est un Tatum beaucoup plus fort qu'en 2022 quand ils font finale NBA. Ouais et +20 son différentiel, son plus-minus +20, ce qui est assez énorme, même quand Sachant tu qu'il joue compares, 46 aux autres, minutes. voilà, il a joué 46 minutes, mais voilà et bon, Jrue Holiday en a joué que 2 de plus, mais il a +7 si je dis pas de bêtises. Enfin, c'est ce que C'est j'avais ça. noté, c'est ça, ouais. Qui a été Donc excellent en attaque, Holiday d'ailleurs. ouais, Holiday, c'est son record de la saison pour lui, 28 points, il fait 28 points, 8 passes, 7 rebonds. Au niveau même en fait, le trio a bien fonctionné, le trio Tatum, Brown et Jrue Holiday parce que j'avais noté aussi que, c'est la première fois qu'il y avait un trio qui finissait avec, au moins 25 points et 3 interceptions dans un match et Holiday met 28 points, Tatum, tu l'as dit, 36 et Jaylen Brown en met, on a dit combien? 26. 26, voilà. 26 donc le trio, efficace parce qu'ils ont plutôt bien shooté, même Tatum, bon, il est en dessous des 50 mais il a quand même shooté très correctement. Ils ont été, actifs, adroits au bon moment et ça fait aussi la différence, quoi. Mais bon, Boston s'est rassuré sur le finish et tu as peut-être raison aussi, c'est suffisamment mis en garde
par rapport à ce qu'ils risquaient dans le match 2, pour peut-être éviter les déconvenues qu'on avait vues contre Miami et contre Cleveland où le game 2 avait été assez catastrophique à chaque fois. Et il y a un truc, c'est que les Celtics, on sait qu'ils se reposent beaucoup, beaucoup sur leur adresse à 3 points. Ils ont été Mmh. très maladroits à 3 points pendant longtemps. Alors ils finissent à 15 sur 45, donc ça donne 33. Ouais. C'est pas catastrophique, mais en fait, pendant une grande partie du match, ils ont Ah, ça raté rentrait pas énormément du de tout, tirs à ouais. 3 points. Mmh. Et souvent, on s'est demandé, bah, comment ils vont faire quand il y a pas d'adresse à 3 points et cetera. Bah, justement, les 3 Brown, Tatum comme Holiday, surtout Holiday en post-up, par exemple, ont marqué beaucoup de points à l'intérieur, en fait. Ils sont allés chercher Brown, il est allé chercher des drives. Tatum, il est allé chercher des drives. D'ailleurs, c'est comme ça qu'il fait la différence en prolongation. Et Holiday, il y a eu ses post-up, les post-up, où il a l'avantage de taille sur Nembhard, où il est de toute façon excellent avec son physique, avec son corps, ou sur Haliburton, dos au panier. Et ça, c'est des atouts pour Boston, le fait de voir, bah voilà, on met pas de 3 points, on a d'autres solutions. Euh, ils s'en sortent de justesse, mais je pense quelque part que c'est presque une bonne victoire pour eux, en fait. Après, c'est pas une c'est une Mmh. bonne défaite aussi quelque part. Enfin, c'est une bonne défaite, peut-être Les pas. Il y a pas fameuses de défaites bonne défaite. encourageantes. Ah, il y a pas de bonne défaite. Ça peut être interprété comme une défaite encourageante, effectivement, pour les Pacers. Mais je pense que voilà, les Celtics, d'avoir été maladroits, d'avoir été bousculés, et de quand même aller gagner ce match, c'est intéressant pour une équipe qui a vu très peu d'adversité jusqu'à présent. Bah, oui, oui, c'est ça, on parle toujours du vu qu'on envisage tous, Boston en finale, ouais, il faudrait pas que ce soit trop facile et ça là-dessus, je suis assez confiant, dans le fait que les Pacers vont pas rendre la tâche facile. On l'a vu dès le premier match, hein, une prolongation, Mmh. et c'est à l'extérieur, donc en soi, c'est pas du tout catastrophique pour les Pacers. Ils auront des matchs à domicile, ils sont invaincus à domicile les Pacers, hein, donc même s'ils perdent le prochain, il y a pas de drame, ils sont capables d'en gagner un voire 2. On l'a vu depuis le début des playoffs, donc c'est bien, ça reste ouvert. En même temps, il y a petite alerte pour Boston qui se dit: «Bon, on peut pas se la couler douce». En même temps, Ouais. Indiana a les solutions pour l'embêter. Je trouve ça cool, c'était un match, vraiment plaisant à suivre en plus. J'avais toujours peur des matchs, d'un match où tu as une équipe qui arrive un peu cuite et l'autre qui est toute fraîche et il y a pas de suspense. C'était vraiment un bon match, en tout cas divertissant avec, des points, de l'adresse, voilà, un match sympa quand même. Ouais, les Pacers jouent très vite, les Celtics ont voulu jouer très vite aussi, donc il y a Mmh, beaucoup de rythme, il y a beaucoup de mouvements. Pour les Pacers, j'espère pour eux qu'il y aura pas de contre-coup justement parce que, mmh, comme je disais, le game 1 de la série d'après, comme c'est dans la foulée, généralement il y a encore l'euphorie de la qualification et derrière on voit souvent un pic ouais. comme un pic de sucre, tu vois? Et après tu redescends. Les Pacers, ils ont déjà joué 3 matchs entiers, donc 3 matchs de plus que sans compter les prolongations en plus. Ils ont déjà joué des prolongs aussi, mais ils ont joué 3 matchs de plus que les Celtics depuis le début des playoffs. Donc il y a moyen qu'à un moment, il y a un petit contre-coup physique, même si on sait que c'est une équipe qui tourne un peu plus. Et encore là, je pense qu'au final, la rotation à ce stade de la compétition, maintenant, même pour Indiana, ça va être 8 joueurs, hein. J'ai Oui, l'impression oui, que euh, Jackson, McDermott, Smith, on les verra pas, hein. On verra McConnell, Topin et un peu Shepard parce qu'il défend. Et c'est ces ouais, trois-là qu'on va avoir ouais, en sortie de banc. je sais pas, on va le voir même, sur les matchs précédents, contre les Knicks, là, il a beaucoup joué quand même, enfin, pour un remplaçant, il a pas mal joué, mais oui, oui, tu raison, Smith et Jackson, là, cette nuit, c'est 5 minutes en cumulé, hein, 4 minutes pour Smith ouais, c'est ça, 4 minutes pour Smith et non, 1 minute pour Smith, pardon, et 4 minutes pour Jackson, Ouais. donc ça s'est Je beaucoup pense qu'on les reposé sur verra le on trio, les verra plus. ouais, sur le trio Topin, McConnell, Shepard et c'est bon, c'est pas plus mal comme ça non plus, hein. Ouais. Donc voilà, il y aura une rotation un peu plus serrée. Il faudra voir ce que ça donne au niveau du coup de l'énergie. Mais oui, c'était un match vraiment plaisant. Je suis d'accord. Et j'espère que c'est le signe d'un match 2 qui sera là aussi très disputé. Mmh. Mais on a eu une belle entrée en matière pour des finales de conférence. Ouais. Allez, on peut peut-être enchaîner sur les All NBA Defensive Team. Je ne sais même pas si le terme team est encore approprié, c'est-à-dire que C'est une liste de joueurs, quoi. ouais, c'est des listes de joueurs, j'espère qu'ils vont c'est pareil pour les All NBA, team là, il y a plus de position, c'est positionless? Tu sais ça ou pas? Je te parle C'est une dans la très bonne question. parce que si c'est ça, en fait, ça va devenir du grand n'importe quoi. Bon bref, on va les donner parce que ce qui se passe, pourquoi ça nous intéresse en tant que Français, c'est que Mmh, Victor Wembanyama a été retenu dans le premier 5. C'est la première fois de l'histoire qu'un rookie termine dans le premier 5 défensif. Je vais te mmh, donner les équipes et après je te donne la parole. ouais. Donc dans le premier 5, on a Victor Wembanyama, Rudy Gobert, Bam Adebayo, Anthony Davis au poste d'arrière et Herb Jones au poste de meneur. Ça, c'est le premier 5, donc All NBA, All Defensive Team. Et le deuxième 5, attention, Derrick White et Jrue Holiday, Jalen Suggs,
Alex Caruso en poste 4 et Jaden McDaniels. Je dis poste 4, il n'y a évidemment pas de poste, hein, c'est une blague, hein, pour ceux qui n'auraient pas compris. Et Jaden McDaniels, qui est donc le 5e joueur dans la All-NBA Second Defensive Team. Ouais, alors j'ai la réponse à notre interrogation. Alors ça va, on n'est pas si largué que ça. C'est que c'est la première année où ça va vraiment, où il n'y a pas de, où il y a pas de position. Oui, Les mais autres pour années, les il y avait défensives, mais ça je sais, mais pour les All-NBA, est-ce qu'il n'y a pas de position? ah C'est oui, comme eh bien, c'est je c'est comme rechercherai ultérieurement quand tu parleras. non, vas-y, je te laisse la parole sur les Mais trucs, je vais ouais, regarder. ouais, sur ce defensive team, bon, bah, ce qui frappe, même si on s'habitue on s'y habitue un peu, c'est de voir enfin, tu as 2 Français dans le meilleur 5, Rudy Gobert, Victor Wembanyama, ce qui est logique parce qu'ils les 2 étaient il y en a un qui a gagné le trophée de défenseur de l'année et l'autre qui était sur le podium. Mais rien que ça, déjà, ça fait plaisir. Et après, oui, je suis un peu, ça fait un peu, j'aime bien le fait qu'il y ait des positions, ça ressemble un peu plus à une vraie équipe. Et là, bah, tu as 4 intérieurs et un ailier, Herb Jones. Bah, je suis très content par ailleurs qu'Herb Jones y soit parce c'est vraiment un super défenseur. Et dans le deuxième, t'as que des arrières, hein, c'est ça. Ouais, Caruso, Liddy, White, bon McDaniels, il peut jouer 3. Mais et Suggs, c'est bon. Voilà, ça c'est pour le côté sans position que j'aime moins, mais sinon ça me paraît assez logique. J'ai pas l'impression qu'il y ait des grands oubliés. Voir Victor dedans, c'est assez logique aussi finalement. On avait débattu un peu de la légitimité de sa candidature. Il y a des gens qui étaient un peu contre parce qu'il jouait dans une équipe qui avait pas gagné, mais on en revient à la même discussion là, pour le meilleur 5 défensif, c'est que c'est un joueur qui altérait tellement la défense de son équipe et l'attaque adverse à chaque fois qu'il était présent sur le terrain. Il suffit de voir les stats avancées, même pour une équipe aussi avec un bilan aussi médiocre que San Antonio, que ça me choque pas. Et il est en très bonne compagnie parce qu'Anthony Davis fait une saison défensive magnifique. Bam Adebayo, c'est presque de facto le joueur qui est cité comme le meilleur défenseur par les gens qui par les autres joueurs qui sont pas fans de Rudy Gobert, par exemple. Souvent les joueurs disent: «Ah, c'est Bam Adebayo ou Anthony Davis», mais en tout cas, ils sont tous là et ça voilà, ça a plutôt fière allure. Aussi, dernière remarque, peut-être, je suis content de voir Jalen Suggs dans le deuxième 5. Ça a été une saison un peu de métamorphose pour lui. Il avait déjà montré ces aptitudes-là, sur les fois où il était pas blessé, mais sa métamorphose est actée. C'est un super défenseur et en même temps, c'est un attaquant que je pense, capable d'être compétent. Donc voilà, j'aime bien ces équipes. J'aurais juste aimé un petit mélange avec des arrières et enfin, voilà, des postes plus traditionnels, quoi. Je te confirme que pour les All-NBA, c'est pareil, il y a plus de Ouais. position. Donc ça peut littéralement devenir juste la liste des 15 meilleurs joueurs de la ligue. Voilà, pourquoi s'embêter à faire, des All-NBA teams quand tu peux juste dire: «Bah, qui sont les 5 meilleurs joueurs?» OK, bah, les Mmh. 5 meilleurs joueurs sont dans la première All-NBA. Je C'est dommage parce que c'est ce que j'aime bien dans les équipes comme ça, c'est quand tu regardes année par année, tu dis: «Ah ouais, cette année, c'était ça la meilleure équipe sur le papier», et ça te donne une petite photographie de l'époque. Et Bah, alors ouais. oui, alors en fait, pour regarder les meilleurs joueurs de chaque année, à la limite, il suffit de regarder le top 10 des votes MVP à la limite, tu vois? Là, j'aime bien le côté, bah, voilà, ce serait ça le backcourt de cette année, tu peux comparer, année par année, c'est plus sympa. Là, bon, là, ça je trouve que c'est un peu moins de saveur, effectivement. Ouais, ouais. Puis alors, pas je reviens sur les All Defensive Teams, mais enfin, il y a un manque de respect envers les stoppers extérieurs, qui se coltinent chaque soir les meilleurs attaquants Mmh. du monde. Bon, après, j'imagine que Jaden McDaniels, Derrick White ou Jrue Holiday, ça les empêchera pas de dormir s'ils vont chercher un titre, mais Non, le chèque sera mais c'est toujours quand il y même aura très un petit chèque spécial, quoi. sympa quand même, hein. Je pense que quand tu es le deuxième meilleur dans le deuxième meilleur 5, tu as quand même un bonus ou un truc comme ça. Enfin, il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais du coup, je me demande là, si tu en voyant le deuxième 5, quel joueur du deuxième 5 tu mets pour, si tu dois faire un backcourt, ou faire jouer un ailier, tu mets qui pour toi mérite plus que les autres d'être Je dans suis le in meilleur 5? je suis influencé par les playoffs parce que j'allais mettre Jaden McDaniels, mais je sais pas si c'est sur la Mmh. saison ça ou c'est sur les playoffs. Ah, il a déjà été très bon pour la saison. Moi, j'hésitais aussi, Ouais, j'aurais peut-être dit de McDaniels, hein. peut-être McDaniels et White, Ouais, McDaniels, Caruso, mais s'il fallait prendre un Celtic, j'aurais pris White plutôt qu'Holiday ouais. sur la saison. Sur la saison, hein. Je dis pas que c'est un meilleur défenseur, mais sur la saison, j'aurais peut-être pris White. Je trouve qu'Holiday, il se garde les moments où il défend maintenant. C'est on a atteint le stade de Mmh. sa carrière où c'est plus 40 minutes de Holiday intensive, comme j'ai pu voir sur Damian Lillard. C'est dans le dernier quart-temps. OK, là, d'ailleurs, c'est ce qui s'est passé sur Haliburton, hein, cette nuit, hein. C'est dans le dernier quart-temps que qu'il commence à monter en pression. Donc peut-être, ouais, peut-être Il avait White, dit, McDaniels ou Holiday, il avait dit que ça avait un peu changé son approche, quand il avait pris le bouillon face à Jimmy Butler. Il avait essayé de le défendre sur une longue période et
et l'autre, il marchait sur l'eau. Donc, tu as raison, je pense qu'il a un stade où il gère un peu plus. Il peut Bah, aussi un il a peu un plus bon gérer parce que calibre. il a quand même du monde autour maintenant. Enfin, non pas qu'il ait Ouais. pas de monde à Milwaukee, hein. Il y a quand même Giannis, Middleton, c'est des défenseurs plus que compétents, mais là, il y a vraiment une équipe avec des forts défenseurs à tous les postes. Donc, c'est pas plus mal pour lui et pour les Celtics qui puissent s'économiser et garder de l'énergie pour là, pour les gros rendez-vous, et enfin, pour les gros moments dans les matchs. Ouais, non, c'est clair, mais bon, en tout cas, ouais, c'est quand même un peu spécial, de pas avoir d'extérieur mais j'ai peur pour les All-NBA, en fait, vraiment, je suis concentré sur les All-NBA, ça m'intrigue de me dire: «Mais comment ils vont faire?» En fait, on va se retrouver des fois avec des années où il y a Embiid, Jokic et je sais pas. Bon après, Embiid, Jokic, Wembanyama, tu sais, après ils pourront toujours justifier: «Bah ouais, Wembanyama il tire à 3 points, c'est un 3, Jokic il peut jouer 4», enfin bref, on verra ce que ça donne, on verra au moment où sortiront les All-NBA s'il y a des puis au pire c'est que, comment dire? C'est pas les trophées les plus importants de la saison, mais bon, là, c'est un peu particulier. On va se laisser là-dessus, Shai. Ouais, Vous pouvez toujours retrouver le podcast sur les finales de conférence, c'est toujours d'actualité, hein, même qui plus que jamais d'actualité, évidemment, avec le game 1 qui s'est joué hier entre Indiana et Boston et le game 1 de ce soir entre Dallas et Minnesota. Donc allez checker ça, c'est sur la chaîne YouTube. Et nous, on se retrouve demain matin pour un nouveau CQFR où on débriefera du coup le match entre les Timberwolves et les Mavericks. Ciao, ciao. bonne journée.